Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec My Catwoman ou Stéphanie pour ceux qui suivent le podcast. Mais oui, donc je suis là parce qu'aujourd'hui on va présenter une sélection de jeux à deux pour la Saint-Valentin, mais pas que, voilà, à faire à deux en amoureux. Voilà, et du coup on va vous présenter 6 ou 7 jeux, sais plus, 7 jeux, donc qui vont se jouer à deux. Il y en aura un en coopération pour calmer un petit peu oui, si parce vous que êtes sinon, un petit peu agacé avant d'avoir perdu. Et puis les autres seront des jeux en duel, donc en opposition, dans différents univers. Vous allez voir, ça va être super. Ce sont des jeux à petit prix. Oui, dans l'ensemble, oui. On n'est pas sur du gros truc de Kickstarter à 100 balles, donc vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Et puis une sélection assez diversifiée, il y en a un peu pour tous les goûts. Avec plein de styles différents, d'univers différents, vous allez voir, c'est super. On se retrouve dans un instant pour vous découvrir tout ça juste après le générique. À tout de suite. Le premier jeu que on va vous présenter aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter, c'est Bower. Bower, c'est un jeu de chez Cranio Édition et c'est avec des petits osios. Donc là, c'est bien. Ça sent le printemps qui arrive, les petits oiseaux qui forment leur nid pour mettre leurs petits œufs et tout, c'est trop mignon. Voilà, ils sont un petit couple amoureux qui vont préparer leur nid pour faire les beaux œufs. C'est ça, c'est un jeu de Pier Paolo Paoletti et illustré par Irène Lacci et donc c'est, comme je vous disais, édité chez Cranio Création, donc la boîte du génialissime monsieur Simone Luciani. Donc ça c'est un jeu que Elisa de chez Cranio nous avait présenté déjà à Cannes donc il y a un an et que j'ai revu là en version finale, donc on l'a vu en prototype et là je l'ai revu et je l'ai ramené de Essen donc dans sa version finale. Donc le jeu n'existe que en anglais à ce jour. Je ne sais pas s'il sera édité par une boîte française, je peux pas vous le dire du tout. Par contre c'est un jeu qui est totalement ce qu'on appelle neutral ou free language. Il n'y a aucun texte dessus et il n'y a que la règle qui est en anglais et franchement avec l'explication que je vais vous donner là, c'est tout, ça va tout seul. Vous avez un petit présentoir comme ça avec des petits oiseaux et puis en fait ces petits oiseaux vont faire paravent ou paravue plutôt pour pas que les joueurs qui sont placés face à face puissent voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors ils vont voir les tuiles que l'autre joueur met, mais ils vont pas voir les petits œufs qui sont ici que l'on va mettre dans les emplacements qui sont incrustés dans le plateau. Le but du jeu sera de gagner le maximum de petits œufs. Et oui. Voilà, et vous allez jouer avec des tuiles. C'est un jeu de placement de tuiles. Et puis donc au début du jeu, on va tous avoir vu bien comme il faut tous les œufs qui sont là. Donc il n'y en a pas d'autres dans la boîte, tout est là. Et puis on va les retourner, les mélanger. On va en mettre 3 de chaque côté qui ne seront visibles que de chaque joueur et on va en écarter 2. Ce qui fait que comme information au début, tu n'as que les 3 qui sont devant toi, tu ne sais pas du tout ce qui a été mis de côté et ce que l'autre joueur a. Sachant que le but sera de gagner des majorités par colonne. Donc à chaque fois, évidemment, ce que l'on sait, ce que l'on a comme information étant décalé, puisque je vais devoir, moi, en tant que joueur qui est ici, gagner la majorité dans la colonne de ce que je ne sais pas, en fait, de quelque chose dont je n'ai pas d'information. Donc évidemment, je vais pas forcément aller jouer ici dès le début, parce que je vais essayer d'attendre de voir comment tu vas jouer pour essayer de deviner un petit peu qu'est-ce que ça peut être. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme œuf ? Eh bien, on va avoir des majorités de couleurs et d'objets, à savoir des fleurs ou des plumes. Donc on peut avoir la majorité dans une colonne de fleurs violettes, comme celle-ci par exemple. Voilà, là j'ai une fleur violette. Si elle est dans cette zone-là, dans cette colonne-là, j'ai une fleur violette. Ok. Vous avez également des plumes violettes comme celle-ci. On a exactement la même chose pour des fleurs oranges, des fleurs jaunes, des plumes jaunes et des fleurs oranges. Ensuite, vous avez des fleurs blanches et des plumes blanches qui, elles, comptent comme n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que si j'ai le pion juste ici de plumes blanches, toutes les plumes que je mette là, qu'elles soient blanches, jaunes, rouges ou ce que vous voulez, en fait, elles vont toutes compter dans mon compte de majorité. Exactement. Si à la fin de la partie, je gagne la majorité dans une colonne, je gagne un œuf. Ouais. Et si par contre, imaginons que j'ai une petite fleur jaune ici et que je gagne la majorité avec un seul symbole de fleur jaune parce que j'ai réussi à t'embrouiller comme il faut, à ce moment-là, je vais gagner 2 œufs et non pas 1. Trop bien. Parce que je suis trop fort. Donc en fait, là, on pourrait dire que ça, c'est de côté. On a ici, et puis on a un truc un peu comme ça. Voilà, hop.
Et du coup, Ça, alors évidemment, les appareils, on ne sait pas ce que les c'est. petits œufs, on les met comme ça, hein, donc vu du dessus, vous les voyez pas si je fais ça. Et comment ça va se passer? Eh bien, vous allez tirer au début du jeu chacun une tuile. Voilà. Après, on va refurbicher, comme on dit. Chacun aura une tuile en main, et puis à chaque tour, on va en prendre une, et on va jouer celle qu'on veut de notre main, et voilà, placer, et bah comme ça. Comme ça. Le principal, c'est qu'on peut très bien faire une première tuile là, puis après partir de là, il n'y a pas de problème. Le temps qu'on est adjacent au plateau, ou adjacent à une autre tuile, évidemment on peut pas dépasser, on peut pas recouvrir, voilà, vous en doutez, c'est du placement de tuiles tout à fait classique, sachant que l'on a 6 ici par 4 à la fin, donc un tableau de 6 par 4. Et vous avez donc pour finir 3 ressources naturelles du fond de tuiles, que sont la paille, la gravelle et la mousse. Et bien vous allez gagner un œuf également par majorité, si vous êtes la plus grande zone de mousse, la plus grande zone de gravelle et la plus grande zone de paille, voilà, il y aura des œufs distribués. En cas d'égalité, ce sont tous les petits coquillages qui sont ici qui vont séparer les joueurs, et il faut savoir que dans une tuile spéciale que je vais vous dire tout de suite, eh bien il y a des gros coquillages. Si vous avez les gros coquillages colorés, vous gagnez toutes les égalités, en tout cas là où sont placés les coquillages, donc ça c'est vraiment cool. Et ces fameuses tuiles comme les gros coquillages, comment vous allez gagner? Eh bien grâce à des gemmes. On a des tuiles comme ça avec des gemmes, et si à un moment donné j'arrive à faire bien une colonne de 3 gemmes et bleues, et bien je vais aller chercher une tuile ici. Donc je vais en choisir 3 de mémoire et je vais en garder qu'une. Et du coup je vais choisir celle que j'ai envie. Et puis pareillement, si j'arrive à faire ça porte des bonus. Je trouve pas la tuile qu'il faut, mais imaginons que je trouve bien une troisième tuile, voilà, une troisième tuile de couleur que je mets ici. Là, ma tuile, mon gemme bleu est à la fois dans la gravelle et dans la colonne. On va dire que, par exemple, je pourrais gagner 2 tuiles. Eh ben non, j'en gagne qu'une, pareillement. Donc, si vous avez 3 tuiles, 3 gemmes dans un environnement assemblé du même matière, vous gagnez une tuile. Si c'est une colonne, vous gagnez une tuile. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a des petits objets à placer si vous gagnez. Voilà, qu'on gagne grâce au bonus qu'on retourne. C'est un très bon jeu, c'est très sympa. C'est très sympa, mais c'est assez difficile, je trouve. Enfin, la première part, faut faire attention. La première, enfin, il s'est annoncé à partir de 8 ans, mais je trouve que, moi, c'était assez casse-tête au départ, parce que, effectivement, entre bien placer nos fleurs, bien placer nos plumes, en même temps, attention à ce que l'autre joue. Faire attention à ce que l'autre joue. Bien aussi essayer de faire un beau parterre pour gagner le maximum de points. C'est assez casse-tête. Après, il y a des trucs très cool. Par exemple, vous êtes dans cette situation-là, vous voulez continuer à assembler votre gravelle, par exemple ici, et ben en fait, vous arrivez à choper la tuile bonus, qui vous permet de gagner cette petite branche. Alors, j'avoue que l'objet, il est un peu pas terrible parce qu'en fait, il devrait être un peu plus visible que ça. Petit, bref. Et bien en fait, vous arrivez à joindre 2 parties de gravelle. Cette tuile-là. Vous allez joindre les 2 bouts, quoi, pour faire que ce soit une seule zone. Voilà, ça s'appelle Bower, et on vous retrouve tout de suite. Le temps de ranger ça et de passer au prochain jeu. Ça va être quoi? On reste dans les jardins avec Garden Rush. On va planter des patates et des carottes. À tout de suite. On continue dans l'univers des jardins. Alors là, on n'est pas avec les petits oiseaux du printemps, mais on est toujours au printemps parce qu'on commence à préparer notre potager. Donc on va être dans un jeu de duel entre 2 gnomes qui se font la guerre pour faire le meilleur jardin. Le meilleur jardin possible de chaque côté de leur barrière. Donc c'est chaque voisin va faire son jardin. Donc le but du jeu, alors là je l'ai fait une petite mise en place. Bien sûr, au départ, le jardin est complètement vierge. Donc on va à notre tour avoir 2 possibilités. Soit choisir de planter un des légumes qui se présentent ici et on va le descendre dans notre colonne, dans notre jardin. Soit l'autre possibilité va être de récolter et donc de récupérer notre récolte pour se faire des points de victoire. Donc bien sûr... Pour manger des bons légumes, parce que c'est bon pour la santé. Ben oui, 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Donc du coup, il va falloir placer d'une certaine manière dans notre potager, parce qu'effectivement, on a envie de faire quelque chose de joli, qui soit bon, mais qui soit aussi joli à l'œil. Donc là, vous avez la façon dont vous allez devoir planter vos légumes dans le jardin. Vous allez devoir respecter des formes. Donc là, les carottes, par exemple, 2 en diagonale ou 4 en diagonale. Les aubergines, 2, 4 ou un carré de 4, un rectangle de 6, etc. Vous avez compris le principe. Là, on est bien. Là, on est bien. Moi, je suis bien. Moi. Là, toi, t'es bien. T'as déjà les tomates qui sont pas mal placées. Là, mes tomates, elles sont bien placées comme sur le truc, là. Nickel. Nickel. Donc, comme je vous le disais, première action, vous pouvez choisir de planter un légume. Donc, admettons que c'est à lui de jouer.
vous allez pouvoir planter, donc là les brocolis, on voit que c'est intéressant de les placer de cette manière-là. Donc vous allez pouvoir choisir un brocoli de cette colonne et le faire descendre jusque là pour pouvoir faire la forme. Là en plus ça tombe bien parce qu'en plaçant le légume ici, vous déclenchez un effet. On a 4 effets sur notre plateau. Donc le petit gant, ça permet de placer un autre jeton dans notre potager, celui qu'on veut. Donc c'est pas mal cool aussi, donc voilà, on peut placer les patates. Et on pourrait le mettre où on veut, genre Non, il est placé depuis la ligne. Dans sa colonne. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'action de ce tu peux pas prendre la carotte pour la mettre là, quoi. Non. Parce que ça serait intéressant. Alors ça on peut le faire. Donc par exemple, admettons, alors bon lui il est placé, voilà. Donc quand on joue, on redéplace notre rivière et celui-ci revient là et on en prend un autre pour voir c'est quoi le prochain légume. Voilà. Donc là, c'est ensuite à l'autre de jouer. Admettons, toi, tu veux jouer et placer une carotte, justement, ici. Sauf que la carotte, elle n'est pas au bon endroit. Parce que toi, tu veux faire une forme de cette manière-là. Donc, tu vas pouvoir prendre quand même cette carotte. Mais au lieu de la mettre dans ta ligne, tu vas la placer là. Mais à ce moment-là, tu la changes de face. Donc, j'en perds une au passage. T'en perds une au passage. C'est-à-dire que quand tu vas récolter, donc là, admettons, au tour suivant, tu souhaites récolter, et ben, tu vas pouvoir prendre tes 2 carottes. Mais celle-ci va rester parce qu'il y en avait 2, donc tu vas juste la retourner, mais celle-ci, il n'y en a plus qu'une, elle s'en va. Donc je laisse une carotte pousser pour un prochain tour, et puis celles qui sont mûres, allez hop, elles s'en vont. C'est exactement ça. Et en fait, quand est-ce qu'on marque des points? C'est au moment de la récolte. Là, tu as fait une récolte de 2, voilà, donc tu récoltes, je marque 2 points. Tu marques 2 points, ton nombre il avance de 2. Et ça va où après? Ça retombe dans le sac ou? Non, on les défausse. On les défausse. On les défausse, parce qu'après la partie s'arrête quand il n'y a plus de légumes qui arrivent dans la rivière. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il va y avoir des effets qui se déclenchent, donc ça c'est plutôt intéressant. Par exemple, le panier, on récolte un champ de légumes direct. Donc ce qui est cool, c'est admettons, je descends mes patates, je fais ça, j'ai fait mon action, mais je peux aussi récolter mes 3 tomates, par exemple, ça m'arrange. En plus, je fais de la place, enfin, quoique pas vraiment, je fais pas vraiment de place parce que celle-ci, elle se retourne et ces 2-là, elles s'en vont. Et là, je récolte 3 points, donc j'avance de 3. Et là, comme pile poil je tombe sur le coffre, il faudrait pas que je le dépasse, mais si je tombe sur le coffre, j'ai le droit d'actionner un des pouvoirs visibles. Trop bien. Voilà. Donc c'est un petit jeu de placement de tuiles assez malin, un côté un peu Tetris. Avec un super matos. Le matos, il est top. Franchement. Ce qui est super, c'est qu'on peut aussi aller embêter le voisin, parce que si on voit qu'il a fini, lui, à faire ses brocolis, puis qu'au final, ça t'arrange pas trop, mais tu vas quand même lui prendre parce qu'il n'y a aucun brocoli qui arrive, ça peut être aussi intéressant de bloquer le voisin. Et en plus, vous pouvez, une fois que vous avez fait plusieurs parties, rajouter d'autres pouvoirs là, et à un moment donné, vous pouvez les retourner et aller mettre des taupes dans le jardin des voisins. Pour embêter et du coup bloquer des emplacements, j'imagine. Ouais. Donc voilà. Donc, j'imagine parce que j'y ai pas joué, il y a que toi qui y as joué. Je crois que j'ai une petite bêtise par rapport aux tuiles. C'est le déclenchement de fin de partie, c'est quand on arrive à 40 et on fait un dernier tour. Donc j'ai fait une petite erreur par rapport à ça, je me rends compte tout de suite. Moi j'ai beaucoup aimé parce que même si on fait son truc de son côté, il faut être hyper vigilant à ce que fait l'autre pour essayer de le bloquer et pas le faire avancer trop de points, et ça devient assez tendu quand on arrive dans les derniers tours. Et voilà, je trouve le matos super et effectivement hyper facile à ranger puisque ça c'est la boîte. Voilà, une fois qu'on a tout rangé, on remet tout le matériel et c'est aimanté et on referme notre boîte. Hop, et voilà. C'est trop bien. Trop bien, franchement. Spaceco, encore un gros boulot d'édition. Ah ben à chaque fois, hein, que ça soit Libellud, Days of Wonder, Repos Production, Spaceco, et j'en oublie, Next Move. Space Cowboy, parce que Spaceco c'est pour les enfants. Next Move également, là c'est tout un rassemblement d'éditeurs qui en fait font juste un travail d'édition admirable. Voilà, donc à partir de 10 ans, une trentaine de minutes et ça fonctionne super. Parfait, et ben très bien, avec un joli sac en jute. Et ben on passe au jeu suivant, et là on va aller un petit peu faire un tour dans les galaxies lointaines, très lointaines. Le troisième jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien il s'agit de celui-là. Donc c'est pas très love hein, comme type de jeu. On n'est pas sur des petits légumes à planter. Là, on est sur de la bagarre. Et du coup, c'est Star Wars, donc le deck building. Et c'est la deuxième boîte ici que vous voyez, parce qu'il y avait déjà eu une boîte avec Vador et puis Luke Skywalker. Ici, on est sur Obi-Wan. Non, pas Obi-Wan. Je sais plus comment. Oui, c'est Obi-Wan. Avec Grievous. Voilà. Et donc on est sur l'univers de l'attaque des clones, etc. Les films
1, 2, 3, pour ceux Voilà. qui connaissent parfaitement l'univers. Et donc, quel est le but du jeu? Eh bien, vous allez devoir détruire 3 bases adverses. Les bases, ce sont ces planètes. Au début, vous en avez 5. Vous allez choisir obligatoirement celle-ci en planète parce que en planète de démarrage. Et puis après, les autres, eh bien, vous allez les choisir parmi le nombre de planètes que vous avez dans la boîte. Et même d'ailleurs, lorsque vous allez avoir détruit une première planète, vous allez choisir laquelle va venir en seconde et en troisième. Ouais. Donc ça, c'est pour le but du jeu. Ensuite, chaque joueur va avoir un deck qui sera évidemment différent au niveau des illustrations, mais en gros, c'est exactement la même chose en termes de... et l'autre le séparatiste. Voilà, mais en termes de cartes et de puissance de cartes, on est exactement sur la même chose. On a ici le deck de cartes qui va nous permettre de faire évoluer notre main, et puis, enfin notre deck. Et puis ici, on a une rivière. Donc on va étaler les 6 premières cartes du deck comme ça en long, et puis ces cartes là, eh bien on va les placer exactement comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que toutes les cartes, alors imaginons que le joueur séparatiste, donc le joueur bleu soit de ce côté-là et le joueur rouge ici, toutes les cartes qui concernent le joueur séparatiste, comme celle-ci par exemple qui est bleue, qui a le logo, etc., on va le mettre dans son sens de lecture. D'accord? Et en fait, toutes les cartes qui concernent l'autre joueur, eh bien, on va les mettre dans son sens de lecture également. Par contre, vous aurez des cartes neutres qui n'appartiennent à personne, qui sont plutôt des personnages un petit peu indépendants, comme là, ici, un mercenaire avec Django. Eh bien, vous allez les mettre dans le côté horizontal pour que tout le monde puisse les lire à peu près convenablement. Et vous avez également des vaisseaux capitaux qui sont neutres comme celui-ci. Celui-là est un autre vaisseau capital. Vous allez voir que les vaisseaux capitaux, si vous les récupérez, que vous les mettez en jeu, eh bien, ce sera comme une protection pour votre base, parce que votre adversaire ne pourra pas taper votre base le temps qu'il n'a pas détruit ces fameux vaisseaux. Donc à chaque fois vous avez des points de vie, voilà, de résistance en fait de votre base et de votre vaisseau. Vous allez même pouvoir parfois les réparer, les soigner en gros, pour pouvoir les garder plus longtemps devant vous. Et en fait vous avez un deck de cartes, et parmi ce deck vous allez piocher 5 cartes et vous allez jouer avec vos 5 cartes. Alors il est quand même souvent préférable de jouer toutes les cartes, parce qu'en fait, d'une manche à l'autre, vous n'allez pas garder vos cartes. Vous n'allez ni garder vos cartes, ni vos ressources. Donc ça, c'est un peu la particularité de ce jeu, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous dire, bah tiens, je vais garder ces deux-là pour le tour d'après. Bah non, parce qu'en fait, vous virez tout. Donc ça, c'est un petit peu particulier, il faut s'y faire, mais en fait, au final, ça marche plutôt bien. Ça permet de tourner vachement les cartes une fois qu'on en a beaucoup aussi. Voilà, c'est ça, contrairement à Star Wars Unlimited, pour ceux qui connaissent le TCG, où on garde des trucs, bah là, en fait, on les garde pas. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme carte? Eh bien, on trouve des cartes de ravitaillement. Donc vous avez 3 logos à chaque fois ici, plus la valeur qui est tout en haut. Donc la valeur en jaune, c'est le coût d'une carte lorsque vous allez l'acheter. Et comment vous allez l'acheter? Eh bien, grâce à des ressources. Les ressources, c'est la deuxième petite ligne qui est ici. Donc quand je gagne une ressource, je prends un cube. Voilà, si je joue 3 cartes comme ça, eh ben, je prends 3 cubes en tout. Et ça, ces cartes-là, en gros, bah, c'est tout ce qu'elles font. Ensuite, si je veux attaquer, par exemple, la base de mon adversaire, ou si je veux attaquer eh bien, un vaisseau capital, eh bien, je vais utiliser un droïde de combat, par exemple. Et moi, le soldat clone. Voilà, qui lui a une force de combat de 2. Donc, ça veut dire que je vais faire 2 dégâts à ta base. Puis tu pourras pas la défendre. C'est comme ça, tu prends les dégâts. Je sais. Et puis, on a encore une autre carte qui sera une unité un peu particulière. Donc, toi, tu as la même, c'est pas bébé Yoda, c'est Yoda, quoi. C'est Yoda. Et donc, en fait, vous allez affecter... Non, c'est pas Yoda. Je sais pas qui c'est. Ah oui, c'est pas Yoda, non, je sais pas qui c'est. Je croyais que c'était Yoda qui baissait la tête. Chevalier Jedi. Et là, on voit qu'il n'y a aucune ressource. Ça veut dire qu'en fait, on va affecter, on va choisir au moment où on la joue, si on va affecter ce personnage en combat, en ressources, ou bien au dernier logo que je ne vous ai pas montré, qui est celui qui est juste ici, en force. C'est la force. Donc lorsque vous allez jouer une carte, si elle a des points de ressources, et ben vous allez prendre tout de suite les ressources. Si elle a des points de force, vous allez prendre tout de suite, vous allez faire évoluer tout de suite la force d'un côté ou de l'autre, sachant qu'au milieu, si le pion est là, et ben c'est neutre. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ça, c'est qu'il va y avoir des actions qui vont vous dire que si la force est de votre côté, ben, vous pouvez faire tel ou tel truc. C'est ça. Ça nous avantager sur certaines actions, ou pas. Et enfin, dernière chose, c'est que les cartes adverses, vous ne pouvez pas les acheter. Moi, je peux pas acheter les cartes rouges, mais par contre, je peux essayer de les détruire. Donc ça s'appelle, je sais plus, c'est du sabotage ou je sais plus quoi. Donc en fait, avec par exemple un droïde de combat, je vais, en cumulant de la force, je vais de combat, en fait, je vais pouvoir, eh bien, arriver peut-être à la valeur indiquée juste ici et pouvoir, eh bien, saboter en gros sa carte. Et du coup, je vais l'enlever, la défausser. Donc du coup, tu ne la joueras pas et je gagnerai la récompense. Donc voilà, ça c'est
c'est un côté très intéressant du jeu, c'est que vous construisez votre deck, vous construisez la protection en gros autour de votre base, vous pouvez activer des capacités, etc. de vos cartes, c'est très très chouette. Et puis en même temps, vous pouvez aller embêter le copain quand même en sabotant les cartes pour pas qu'il puisse les avoir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir choisir les bases suivantes en fait, parce qu'il y a des bases, elles ont pas tous le même point de défense, enfin le point de vie, on va dire plutôt, mais elles ont surtout des capacités qui peuvent être super intéressantes suivant la tactique de jeu que vous voulez mener, quoi. Exemple, là, quand vous révélez cette planète, achetez gratuitement une carte République ou neutre de la ligne galactique et ajoutez-la à votre main. Donc ça peut être super intéressant quand on a une qui est très chère comme ça. T'es bien content peut-être de la récupérer. C'est ça. Et puis il y a aussi cette carte par exemple qui va nous permettre d'exiler d'autres cartes, etc. Donc le pilote de bordure extérieure, c'est plutôt chouette à récupérer. Voilà, ça s'appelle Star Wars le deck building, c'est chez FFG, donc Fantasy Flight Game, et c'est distribué par Asmodée. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé les sensations de jeu. Déjà le deck building, je trouve ça toujours super comme mécanique parce que vraiment on peut améliorer, voilà, le but c'est d'améliorer notre main et puis de pouvoir mettre des stratégies différentes suivant les cartes qu'on choisit. Alors bien sûr c'est par rapport à ce qui tombe, mais moi j'ai peut-être une préférence par rapport à ça, à ce type de jeu par rapport au TCG, parce que je me dis que c'est pareil, là on a une boîte et on peut tout faire avec, beaucoup de parties. Oui, mais les TCG, on peut jouer avec les boîtes de base sans forcément aller acheter des boosters à gogo, il n'y a pas de problème. Il y a moins le côté collection, il n'y a pas besoin d'avoir la collection, c'est sûr. Mais voilà, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'autre boîte, ou si vous investissez dans l'autre boîte après, vous allez pouvoir faire des rencontres qui ne seraient pas forcément attendues comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'Empire contre la République ici, et puis en fait, du coup, votre piste ici, vous la prenez. Et elle vous permet de jouer d'autres factions. Donc il va forcément y avoir d'autres boîtes qui vont arriver. Bon, ça, c'est voilà. Un univers écoute, encore à l'infini. On passe au prochain ? On passe au prochain. Allez, c'est parti. Alors là, on est dans un tout autre univers, l'univers un peu japonisant avec tout un tas de singes. C'est l'univers de The Shadow Theater, un jeu de Space Cowboy, alors qui est vraiment aussi magnifique. Moi, j'adore la direction artistique avec ces ombres chinoises. Donc, c'est jeu Shadow Theater, la légende du roi singe. Bien sûr, de qui ? Un jeu de duel de Florian Siriex et Cédric Lefebvre. Okay. Donc c'est un jeu forcément pour 2 joueurs puisqu'on est dans cette thématique là. L'idée de ce jeu, c'est qu'il va falloir aller chercher des singes, un maximum de singes, mais en même temps des pêches parce qu'il va falloir nourrir nos singes, et puis des pierres précieuses pour pouvoir gagner des points. Donc le jeu, il va se jouer en 2 manches gagnantes. Donc on peut faire jusqu'à 3 manches. Dès qu'on gagne une manche, on récupère une lanterne. Une manche se termine lorsque une des réserves est vide, soit la réserve de cartes, la réserve de singes, la réserve de pierres ou la réserve de pêche. Voilà, la manche se termine à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire à notre... Alors d'abord, avant de démarrer, le premier joueur récupère 3 singes. Alors bien sûr, les post-it là, ça fait pas partie du jeu. Non, les petits post-it, c'est parce qu'on s'est rendu compte que sur la table, avec le fond noir, les singes, on les voyait pas quoi. Donc le premier joueur prend 3 singes, le deuxième joueur 4 singes, puisqu'il a un petit désavantage de jouer en deuxième. Et on va chercher une tuile. Donc on a des tuiles là, on en prend une au hasard. Et cette tuile-là va nous donner chacun un pouvoir. Donc, alors, il est conseillé sur la première partie de ne pas utiliser ça, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ouais, je pense qu'il faut y jouer dès le départ. Ça donne tout de suite un petit peu plus de piment à la partie. Donc, par exemple, toi, ce serait quoi ton pouvoir ? Quand je vais déplacer le roi singe, alors le roi singe chez lui, alors du dessus, on va le mettre comme ça. Quand je déplace le roi singe vers un lieu, je récupère un singe de ce lieu. Ok, on va l'expliquer après. Moi, chacune de mes pêches nourrit 4 singes au lieu de 3. Oh bah pas mal. J'avoue, elle est pas mal celle-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut peut-être expliquer pourquoi elle est bien. Pourquoi elle est bien ? Parce qu'en fait, pour gagner des points de victoire, là on a une petite aide de jeu qui est très bien faite puisqu'on l'a juste à côté de nous. Il va falloir donc aller chercher des singes. On va collecter des singes. C'est super de collecter des singes, mais ils ne rapportent aucun point tant qu'on n'a pas récolté des pêches. Parce que les pêches vont nous permettre de nourrir les singes. Une pêche permet de nourrir 3 singes. À partir du moment où on a nourri 3 singes, on gagne un point de victoire par singe nourri. Donc bien sûr, cette tuile-là va être intéressante puisque je vais pouvoir en nourrir 4. Donc ça, c'est une façon d'avoir des points. Sinon, les pêches toutes seules ne valent rien. Une autre façon de gagner des points, c'est les pierres précieuses qui vont nous rapporter 2 points de victoire. Et celui qui aura une majorité de pierres, si tu en as 3... Attention, les pierres nous rapportent 2 points de victoire à condition d'en faire un trio. Chaque trio de pierres. Oui. Et là, celui qu'on aura le plus
La majorité de pierres va gagner 2 points supplémentaires. Voilà, merci. Voilà. Donc ça, c'est la façon de scorer avec nos singes, nos pêches et nos petites pierres précieuses. Mais il y a aussi les cartes que l'on va aller piocher. Chaque carte que l'on gardera en main à la fin de la manche nous rapportera 1 point. Sauf certaines où derrière, vous avez derrière ces cartes-là, vous avez des actions bonus que vous allez pouvoir jouer en début de votre tour. Mais certaines de ces cartes-là vont valoir 2 points. Et ça va être marqué, celle-ci vaut 2 points et va permettre de scorer à la fin de la manche. Voilà, ça c'est la façon de scorer. Qu'est-ce qui se passe après à chacun de notre tour? À chacun de notre tour, on a soit le choix d'aller mettre un singe. Voilà, je repars au départ, comme ça. Je vais aller placer un singe là où je veux. Donc ici c'est l'antre du dragon, ici c'est le palais de l'empereur, et ici c'est le jardin céleste. Donc déjà je choisis d'aller placer mon singe dans l'une ou l'autre de ces lieux. Alors pour que ça soit bien clair, peut-être les gens ne voient pas très bien avec la caméra, mais on a 3 inserts dans le plateau double couche là, et en fait chaque insert est un seul emplacement d'un singe. Donc en fait finalement dans un endroit on ne pourra jamais avoir plus que 3 singes. C'est ça, ce qui permet de bloquer certains lieux parfois si on décide de ne pas enlever les singes qui sont là. Sachant que le roi singe occupe un des emplacements dans le lieu où il est. Et lui va pouvoir se déplacer. Si je décide d'aller là, je récupère une carte. Voilà, c'est simple, je récupère une carte et puis ça va me donner une action bonus pour mon tour suivant. Je peux la garder plusieurs tours si je veux. Là par exemple, votre adversaire doit remettre une carte de son choix sur la pioche. Donc je prends ses secrets, forcément je la mets de côté. C'est le dilemme, c'est soit tu l'utilises parce que ça t'aide, soit tu la gardes parce que ça va te faire des points. C'est ça. À ton tour, tu vas pouvoir aussi faire une action, donc là soit la même, soit aller ici. Si tu décides d'aller ici avec ton singe, tu récupères 2 singes et une pierre. Une pierre précieuse. Voilà. Si moi je décide de faire mon tour suivant, éventuellement je peux jouer ça. Votre adversaire, bon, t'as pas de carte, donc mauvais exemple. Je décide d'aller mettre un singe ici, je récupère une pêche et je peux déplacer le roi singe quelque part. Ça peut permettre. L'intérêt, c'est de pouvoir bloquer parfois des accès, tout simplement. Si on voit que le joueur est plutôt orienté sur telle ou telle action, on va essayer de lui mettre le singe pour essayer de lui bloquer quoi. Mais ce que l'on peut faire aussi à notre tour, si à un moment donné il y a des singes partout, à notre tour, on peut décider d'aller, au lieu d'aller placer un singe quelque part, c'est de récupérer l'ensemble des singes d'un lieu. Même s'il n'y en a qu'un, hein. Là tu as pris l'exemple en remplissant, mais s'il y en a un ou deux, on peut le faire. Tout à fait. Voilà, le jeu, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça va être très chafouin, je trouve. Hein. Oui. L'interaction est assez grande, évidemment. L'interaction est grande. Parce que nos tuiles aussi ici, parfois, nous dirigent quand même assez fortement sur nos actions, quoi. C'est ça qui est d'une manche à l'autre. Vous allez avoir des manches complètement différentes suivant les objectifs que vous aurez piochés, effectivement. Et ça peut être effectivement très agaçant par moment parce que les objectifs sont un peu contradictoires. Et ça va être un peu comme du tir à la corde, un peu cette sensation-là parfois. Et c'est peut-être un jeu à embrouille. Alors ce soir de la Saint-Valentin... comme tout jeu en duel, hein, j'ai envie de dire. Mais celui-là, il est vraiment chafouin, je trouve. Il est assez chafouin. Il y a un truc que vous voyez pas, c'est qu'en fait, normalement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un théâtre. Donc vous avez votre plateau avec en fond du truc, il y a ça. Et puis là, si on soulève ça, là on a tous les petits coffres de rangement pour toutes les pièces du jeu. Donc, et comme tout à l'heure, en fait, la boîte de jeu... Voilà, c'est ça, c'est pas plus grand que ça. Et Space Cowboy, je crois que cette année, c'est leur truc. Hein. C'est un joli petit écrin. Enfin, moi, j'adore complètement la direction artistique. Je pense qu'ils ont acheté un stock d'aimants. À un moment donné, ils ont dû avoir une promo sur les stocks d'aimants. Et puis, ils se sont dit, allez, maintenant on a des aimants, on sait pas quoi en faire, on va en mettre partout. En tout cas, moi, c'est un coup de cœur artistique, je trouve. Et puis, sur la mécanique, j'ai trouvé vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Voilà, c'est aussi beau visuellement que bon. Voilà, donc encore vraiment une belle réussite. Bravo. Allez, prochain jeu. Attention, le prochain jeu, mettez vos lunettes de soleil parce que ça va vous piquer les yeux tellement il y a d'informations au centimètre carré sur ce jeu. Donc vous connaissez sûrement Patchwork de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, qui est quand même un magnifique auteur, hein, c'est Agricola quand même, c'est Patchwork aussi qui est un jeu qui est quand même qui a eu une carrière incroyable. Et en fait on est là sur une édition spéciale, une toute nouvelle édition pour fêter les 10 ans, je crois, de 10e anniversaire. 10e anniversaire de Patchwork. Donc c'est toujours le même auteur. On est chez qui en éditeur, je sais même plus qui édite ça. C'est Lookout Games. Et puis c'est distribué chez Asmo. Des
Asmodée. Et donc voilà. Alors du coup, on est censé avoir une édition qui serait plus moderne et plus jolie. Bah, ça reste patchwork, quoi. Le patchwork, c'est spécial. Pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est plus moderne? Est-ce que c'est plus joli? Je suis pas sûr en fait que ça soit beaucoup mieux. De toute façon, c'est le but du patchwork, hein, à la base, voilà, c'est ça. Bon. Le patchwork. Alors du coup, le jeu reste quand même aussi bon. Hein. L'avantage de cette boîte, c'est que vous avez un automa maintenant si vous voulez jouer en mode solo. Donc ceux qui veulent jouer en mode solo, il y a un automa avec des cartes et tout. Voilà, ça se présente comme ça. Me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. C'est fait, voilà, ça fait ça. Donc vous voyez, hein, vous décryptez, vous vous débrouillez avec ça. Hop là. Donc il y a une règle. L'explication de l'automa est très bonne aujourd'hui. Donc dans Patchwork, eh bien, vous allez avancer au fur et à mesure sur la piste, là, en escargot, et puis il va falloir arriver à remplir au maximum votre plateau en arrivant à la fin, et puis toutes les cases vides vont vous enlever des points. Voilà. Et en fait, comment ça va marcher? Vous avez votre jeton machine à coudre qui est juste ici, et à chaque fois qu'il est positionné quelque part, vous avez accès aux 3 pièces qui sont juste après. Les pièces suivantes. Voilà. Et donc, en fait, vous allez payer ces pièces-là avec des boutons, donc vous avez des petits boutons, alors on vous en donne au début du jeu, mais vous allez en gagner, bien évidemment, au fur et à mesure. Donc vous allez à chaque fois payer, donc là ici 10 boutons, alors c'est un peu cher, 10 boutons, mais c'est une grande pièce. L'avantage c'est qu'il y a des petits boutons, donc ça les petits boutons c'est important. C'est voilà, et puis donc ici 7 points, 7 boutons, et en fait à chaque fois vous aurez un petit sablier qui va vous dire de combien, dans quel sens sont les... Vous allez avancer de 3 cases. Donc par exemple si je prends celle-ci, allez, ça nous coûte du temps de coudre. Ouais. Ça coûte du temps. On va dire que j'ai 10. Voilà, j'ai 10, je paye 10, et puis j'essaye de mettre mon truc. Alors je le mets comme je veux, hein, comme je peux surtout. Bon, on va dire comme ça. Allez, je vais le mettre là. Donc pour essayer de boucher des trous et tout. Et puis, donc j'ai mis ce truc là, j'ai payé 10, maintenant j'avance de 3. Mon sablier, donc je fais 1, 2 et 3. Au passage, je suis passé par-dessus un petit bouton. Et oui. Ce petit bouton va me permettre de récolter des ressources et je vais compter tous les boutons que j'ai. Donc j'en ai 2 plus, là c'est cool. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je vais gagner 8 boutons. Donc au final, ma tuile elle m'aura coûté que 2, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et du coup, ces boutons-là, ça va me permettre d'acheter des tuiles la prochaine fois. À chaque fois que je vais passer par-dessus un petit morceau de cuir comme ça, si je suis le premier joueur à être passé par-dessus, eh bien je vais gagner un petit bouton. Et ça va me permettre un petit tissu. Petit tissu de boucher les trous d'une case. C'est le seul moyen de boucher les trous d'une case. Ouais, pour éviter de perdre des points. Et ben voilà. Et puis on fait le premier c'est pas plus compliqué que ça, mais le premier qui arrive à faire un 7 par 7, un carré de 7 par 7, il peut récupérer la tuile. S'il y pense. S'il y pense, bah ouais. Et ça lui fera gagner tout de suite 7 points. 7 points, voilà. Parce que tous les boutons que vous aurez en fin de partie, ce seront des points de victoire. Donc là, vous gagnez 7 boutons. Et ben voilà, c'est toujours en termes de jeu aussi bon que le premier Patchwork. Vous seul serez capable de juger si cette version est plus jolie ou pas. C'est pas très deluxifié quand même. On ne peut pas dire que ça soit... La boîte est belle. Ouais, la boîte est belle, mais en fait... la boîte est plus jolie, mais en fait, on n'a pas des matières plus... ouais, ça reste pas, on n'est pas sur une réorganisation à la Awaken Dreams pour... tu vas un petit peu fort, là. Bon, en même temps, sur le coup, on reste quand même sur un coût beaucoup plus abordable que les châteaux de Bourgogne. Le but. Et ben voilà. Mais pour ceux qui auraient loupé l'édition il y a 10 ans, bah voilà, ça peut valoir le coup d'acheter celle-ci. Vous prenez celle-ci, ou si vous êtes un peu fan de rétro, vous prenez l'autre et puis vous faites plaisir. Ouais, moi je te cache pas qu'avec les jeux comme ça de placement de tuiles, un peu puzzle game, hein, moi j'ai largement une préférence pour des jeux comme l'île des chats. Aujourd'hui que je trouve quand même plus moderne. Mais voilà, mais après ça fonctionne super bien, c'est facile à sortir, ça s'explique en 2-2. Je pense qu'on peut jouer facilement aussi avec des non-joueurs, enfin, c'est l'avantage de ce genre de jeu. Ouais. Je pense que l'illustrateur qui a fait les pièces, il a un peu... Je pense qu'il fume pas que des cigarettes. Parce que là, quand même, les petites licornes, les petits poissons à côté et tout. Bon voilà, c'est Patchwork. Je suis pas si sûr je le vende très bien. Non, pourtant, il est bien. Mais oui, il est très bien, le jeu est très bien. C'est un bon jeu, mais c'est vrai que visuellement, ça arrache un peu les yeux quand même, on va pas se mentir. Ouais, voilà, on va aller sur le prochain jeu, et puis, c'est toi. On va aussi faire du puzzle. Allez, prochain jeu. Alors on reste dans les jeux de tuiles et de puzzle avec le jeu Behind qui est sorti en fin d'année dernière, un jeu de Cédric Millet avec 3 illustrateurs, on a Maud Chamel, Pierrot et Martin Wittberg, sorti chez Kif Édition. Alors ce jeu, il est vraiment
un peu nouveau en fait dans la façon de faire, et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs cette année nommé aux As d'or à Cannes. Donc on aura bientôt les résultats à la fin du mois. Peut-être va-t-il gagner, c'est en mode initié je crois, non? Ouais, c'est dans l'initié. Parce qu'en fait, même si c'est un jeu assez simple dans les règles, il n'y a pas plus simple, ça va être vite fait, expliqué. C'est pas forcément simple dans la résolution. Les règles, voilà. Les règles, c'est ça. Donc en termes de règles, c'est ça où c'est bizarre d'ailleurs qu'il soit arrivé en initié, parce qu'on dit justement quand ils font la définition de l'initié, c'est justement des jeux où les règles sont plus exigeantes, où on va avoir besoin d'un investissement supplémentaire par rapport à un jeu. C'est plus dans la résolution, dans la difficulté, parce qu'en fait bizarre, ça reste un jeu d'énigmes et d'enquête. Et c'est un puzzle game donc, qui va nécessiter de la réflexion et d'un scénario à l'autre. Donc vous avez 3 scénarios dans la boîte, d'ailleurs plutôt ingénieux aussi comme système de rangement. Voilà. Chaque scénario c'est une petite trappe avec toutes les tuiles à l'intérieur. Ça se voit que Space Cowboy est passé avant eux sur les aimants parce qu'il n'y en a pas là. Là il n'y a pas d'aimants. Et donc chaque scénario va être différent et il va y avoir une façon aussi de penser l'agencement qui va être complètement différent. Donc le premier scénario est illustré par Pierrot, le deuxième par Martin Wittberg avec ses fameux Monsieur Patate, et le dernier scénario est illustré par Maud Chalmel. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez avoir tout un tas de puzzles. Donc dans le premier scénario, il y a 56 tuiles de mémoire. C'est ça, 56. Alors juste un truc, c'est que ce n'est pas un jeu à 2. Alors c'est pas un jeu spécifiquement à 2. Et pour 2, pour 1 et plus, mais en fait à 2 c'est là où c'est le mieux pour jouer à ça, parce que sinon on est trop, c'est un peu comme micro-macro, on est trop autour, on voit rien finalement. Je pense qu'effectivement on s'écoute pas toujours si on est trop nombreux, et tout seul c'est parfois un peu compliqué, parce qu'on se débloque pas sur des trucs. D'ailleurs je crois que dans la règle c'est marqué que c'est mieux à 2. C'est pour ça qu'on vous le présente là. Donc vous allez placer toutes les tuiles comme ça au hasard, et le but va être de reconstituer, de comprendre la logique pour pouvoir assembler au mieux toutes ces tuiles et en faire un puzzle de façon rectangulaire. Et une fois que vous pensez avoir tout placé bien comme il faut, vous allez être autorisé à retourner les tuiles une par une, et ça va former un tableau, une belle image de fin. Et si effectivement à un moment donné ça marche pas l'image, c'est qu'il y a une erreur. Donc vous allez pouvoir à nouveau les retourner pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Vous allez aussi avoir un petit tête des petits indices là qui vont vous être mis, que vous pouvez regarder quand vous le sentez. Quand vous vous sentez bloqué, vous allez chercher le numéro 1, vous le retournez. Si au final ça vous débloque pas, vous allez voir le deuxième. Enfin, ça vous débloque, mais pas vraiment, parce qu'en fait ça ne vous donne pas forcément plus d'indices puisque vous aviez déjà résolu. Vous allez voir le 2, etc. Donc sans vous spoiler, ça c'est le premier scénario, donc c'est une histoire de vol. Ah, j'en ai un là. Voilà. C'est une histoire de vol. Il va falloir reconstituer finalement le travail de l'enquêteur, hein, qui a finalement comme un tableau avec les qu'il va y avoir donc les suspects, il va y avoir des caméras vidéosurveillance, différents post-it à placer, etc. Donc il va falloir retrouver le cheminement de l'histoire, retrouver le fameux cambrioleur, quel musée il a été cambriolé, etc. Donc vous allez avoir des éléments à replacer ensemble, et puis effectivement comme tu viens de le montrer, il y a des fois... Hop là, tu as mis un fil, tu as relié des fils. Ouais, j'ai relié des fils, voilà, pas plus. On montre pas plus que ça. On voit que les vidéosurveillance, ça peut se coller ensemble, mais il va falloir retrouver les bons, bien sûr. Pareil, les personnages, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Après, c'est pareil, est-ce que ça c'est dans le haut à gauche, est-ce que c'est au milieu, est-ce que c'est dans le bas à droite, on ne sait pas en fait. Exactement. Donc, petit à petit, ça va se construire. Petit à petit, ça va se construire. Donc on construit notre puzzle à l'envers finalement, puisque l'image elle se retrouve derrière. Moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est une façon de faire, moi qui suis très fan de jeux d'enquête, je trouve que c'est très malin, parce que ça donne une autre manière de réfléchir, et on a vraiment la sensation là pour le coup de résoudre une énigme petit à petit, en mettant quand on parle souvent dans les énigmes de refaire un puzzle, concrètement c'est ça. Mais c'est pas forcément simple en revanche. Et donc par exemple pour le premier scénar, on a juste un petit mot de départ, ça va être marqué le vol, un vol a été commis, reconstituer les notes de l'enquêteur. C'est tout ce que l'on sait. Pour le deuxième... Moi c'est le genre de jeu en fait où je fatigue assez vite en fait. Si je commence à trouver et tout, ça va bien, genre les fils et tout, ça va, mais alors après
Si ça va plus au bout d'un moment, Toi, tu te décourages assez vite finalement sur ce genre de truc, parce que effectivement, il y a des fois, on est presque au bout, mais on se dit mince, un fil près, ça marche pas, il faut redéfaire. C'est aussi un jeu de patience. Donc, oui. Mais en fait, moi, ça m'étonne pas qu'il soit nommé cette année aux As d'or en finale, parce que c'est une mécanique toute simple qui n'avait pas été pensée jusqu'à maintenant. Ouais. Ça m'étonne pas non plus. Ce qui m'étonne plus, c'est la catégorie. Je l'aurais pas mis en initié, je l'aurais mis en As d'or, en fait, tout simplement. Peut-être, ouais. Voilà. Ça se discute. Bon, en tout cas, dites-nous si vous l'avez testé, où vous l'auriez passé, et si vous pensez qu'il peut gagner aussi. Exact. Et je crois qu'on va attaquer le dernier jeu. Ouais, on attaque le dernier jeu. Allez, dernier jeu. Allez, le dernier jeu pour cette présentation, il s'agit de Azul Duel ou Azul. Je ne sais jamais si on dit Azul ou Azul, peu importe. C'est un jeu de Michael Kisling comme tous les autres Azul. Je sais pas qui a fait l'illustration, c'est pas marqué là. Et puis c'est édité chez Nextmove et distribué par Asmodée. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux d'Asmodée, mais cette année, en fait, dans les derniers jeux duo duel qu'on a pu tester, il y a quand même, la majorité c'est des jeux Asmodée. Donc c'est pas parce que c'est Asmodée qu'on le présente, mais c'est juste ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça, voilà. Je vais très peu vous expliquer de choses là-dessus parce qu'il y a une vidéo que j'ai faite qui est disponible, qui décrit complètement, entièrement le jeu. Donc je vous renvoie vers cette vidéo juste ici, là, juste là, il y a le lien, ou alors au-dessus de la mienne, on ne sait pas. Et du coup, en fait, je vais juste vous le pitcher rapidement. Chaque joueur a un plateau comme ça. Vous avez des emplacements ici dans lesquels vous allez avoir des dômes. Au début du jeu, vous en avez un que vous placez n'importe où. Ces dômes-là vont avoir des cases avec des couleurs. C'est des cases sur lesquelles vous allez pouvoir mettre évidemment les jetons de couleur que vous avez ici. Donc ici un rouge, ici un bleu ciel comme ça, ici un jaune. Alors vous avez aussi des petites, je sais pas comment on dit là, des petites structures différentes des motifs, voilà, comme pour le noir ici. Et vous allez assembler au fur et à mesure de votre partie tout votre tableau, et vous allez faire une collection de différents pions ici dans les différentes lignes, comme dans tous les Azul. Pour une fois que vous avez une ligne de rempli, à la fin de votre tour, hop, vous déplacez un de vos pions sur un emplacement qui vous le permet. Donc ici, par exemple, si j'avais une ligne jaune, je pourrais le mettre ici. Par contre, si j'ai une ligne rouge, je pourrais le mettre ici, parce que ça c'est un emplacement de joker sur lequel je peux mettre n'importe quelle couleur. Voilà. Ici, vous avez également une zone, on va dire poubelle, dans laquelle, si vous n'arrivez pas à mettre des pions que vous récupérez et que vous ne pouvez pas les placer, vous les mettez là, ça vous fait des points de victoire en moins. C'est pour ça qu'on démarre à 5 et non pas à 0, parce que comme ça nous permet d'avoir des points négatifs au cas où. Et puis, alors, comment ça va se passer ici? Vous allez, à chaque fois, avoir deux zones, que ce soit la zone soleil, la zone lumière, on va dire, et puis la zone obscurité ici, donc la zone lune. Vous allez prendre, tous les pions d'une même couleur que vous aurez choisi dans une des zones. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je peux prendre les deux pions rouges. Évidemment, je peux pas en prendre un seul et je ne peux pas prendre un rouge et un bleu. Voilà, je prends les deux rouges et je me dis, tiens, j'ai des rouges ici à faire, je vais les mettre là, par exemple. Hop, ensuite, les deux qui sont là sont remis sur cet emplacement. Et là, en fait, normalement, je choisis l'ordre dans lequel je veux les mettre. Là, c'est les deux mêmes, donc on s'en fout. Mais par contre, il y a un petit pion ici. Alors, ces petits pions-là, en fait, ça va être des petits pions un peu spécifiques avec deux parties. Bonus, que je vais placer au fur et à mesure des manches sur les emplacements. Voilà, première manche, deuxième manche, troisième, quatrième, cinquième manche. Donc le jeu se joue en 5 manches. Et puis en fait, lors de la phase de décoration, imaginons qu'il me manque un rouge. Je suis dans cette phase, dans cette configuration-là, il me manque un rouge. Et bien si j'arrive à joindre deux petits jetons avec deux demi-faces rouges, et bien je vais pouvoir les utiliser pour remplacer un rouge manquant. Et si j'ai 3 jetons qui n'ont pas de rouge et que je n'arrive pas à assembler mon fameux jeton rouge, je peux utiliser 3 jetons à la place, donc je les enlève, et puis du coup ça me permet d'appliquer, en fait, de finir ma ligne. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis donc ça, vous n'y avez accès que lorsque vous avez totalement vidé un endroit d'obscurité. Si par exemple je prends ici, je vais prendre par exemple, allez, on va dire le bleu ciel que je vais mettre là, en fait les autres, contrairement aux petites fabriques là, elles vont aller comme ceci dans les emplacements tout autour. Donc je vais pouvoir quand même prendre les deux rouges d'un coup, mais ça me permet surtout de choisir lequel je veux plutôt que d'être toujours obligé de prendre celui qui est au-dessus. Voilà, donc c'est comme ça que ça va marcher. Si tu prends par exemple les deux bleus, au tour d'après, on montre ce jeton, ce qui fait qu'à chaque fois que je joue,
je vais soit prendre des jetons dans une phase, dans un endroit lumineux, soit des jetons dans un endroit sombre, soit prendre des petits jetons comme ça quand ils sont disponibles, soit aller récupérer des tuiles dôme pour aller mettre mon... On positionne là et on prend remplir mon tableau. Donc j'ai effectivement, comme tu dis, je prends un jeton, je le mets là, et je choisis une des tuiles, et je la prends et je la mets où je veux. Voilà. Et dernier truc, c'est qu'il y a des tuiles un peu spécifiques avec cet emplacement-là. À partir du moment où j'ai rempli les 3 zones ici, je récupère un jeton spécial qui me permet de scorer les points qui sont au bout de la ligne dans laquelle il est. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu et mon avis vraiment global, vous allez voir la petite vidéo sur le jeu. T'as quelque chose à nous dire là-dessus? Dire qu'une petite version duel, effectivement, c'est ce qui manquait à Azul. Et puis, je trouve que moi, j'aime beaucoup aussi, en finale, cette version Soleil et Lune. On voit bien la dualité, la mécanique aussi un petit peu renouvelée. Moi j'aime beaucoup. Ça reste pour moi ces jeux-là toujours un peu abstraits et toujours un peu difficile pour moi ces jeux-là en fait, parce que ça demande une autre réflexion quand c'est un peu plus abstrait. Mais bon, c'est juste. Alors pour le coup, moi je suis vraiment pas fan de jeux abstraits. Je le trouve pas vraiment abstrait en fait. Pour moi c'est pas. On n'est pas comme un Donut par exemple. Oui. Qui pour moi est totalement un jeu abstrait. Là, il y a des couleurs, il y a des objectifs, on a des choses à faire. Moi, j'aime bien. Mais ça me raconte pas une histoire, tu vois. C'est dans ce sens-là, en fait. Oui, c'est sûr. C'est dans ce sens-là. Moi, les jeux qui me racontent pas une histoire directement, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Maintenant, ça fonctionne super. Et ces genres de jeux, de réflexion, c'est pas pour rien que c'est la énième édition d'Azul. Hein. Voilà. Donc voilà, et la version duel, elle était un petit peu obligée d'arriver un jour et elle est très belle et elle fonctionne super bien. Voilà. Et ben voilà, c'était notre sélection duo, duel, Saint-Valentin, tout ça. Alors j'ai une dernière question. Oui. Si tu devais m'en offrir un parmi tout cela pour la Saint-Valentin, lequel tu m'offrirais? Je t'offrirais le Star Wars. Bah oui. Merci. oui. Étant un grand fan de Star Wars, c'était forcément le Star Wars que je t'offrirais en premier. Et alors, même question, laquelle tu m'offrirais? Et du coup, moi, je t'offrirai pas un jeu, ou alors si je t'en offre un, ce sera plus tard. Mais avant, je t'offrirai... Oh, des belles roses. Un joli bouquet de fleurs. Merci, mon Valentin. Voilà. Alors, à tous les amoureux, tous les amoureuses, bonne fête de Saint-Valentin. Vous tapez pas trop dessus, vous engueulez pas si jamais vous êtes mauvais perdant ou quoi. Et puis, on se finit par un petit bisou. Allez, et vive les amoureux et vive les jeux de société. Et maintenant que vous savez tout sur les jeux en duo ou en duel, alors, tu joues ou quoi? Tu joues quoi?